Donc, notre prochain invité, comme nous vous l'avions dit tout à l'heure, sera M. Macaire, vice-président du Conseil régional, qui va nous éclairer sur ce rôle de la région aujourd'hui dans pour les entreprises et puis même par les collectivités, de Poitiers d'ailleurs. Alors, bonsoir, Monsieur Macaire, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il faut le dire, Monsieur Macaire vient de loin, il vient de l'autre côté de la rue, puisque nous sommes conjoints à la région Poitou-Charentes. Alors, justement, parlons de la région un petit peu. À quoi ça sert une région et qu'est-ce que ça fait? Alors, une région, ça aide les entreprises, ça aide les jeunes à se former, nous sommes responsables de la formation, nous faisons rouler des trains. Les TER, à l'heure, plus possible. Et nous faisons aussi beaucoup pour développer l'environnement, le développement durable. C'est d'ailleurs une compétence qui nous a été renforcée grâce aux députés. Je remercie Véronique d'avoir voté cette loi qui redonne encore plus de rôle aux régions dans ces domaines-là, justement dans le domaine du développement économique et aussi de la protection de l'environnement. C'est vrai que dans la pensée, et je vais parler personnellement, je pense que je parle pour d'autres personnes, la région, c'est quelque chose qui me paraît à la fois très éloigné et très proche. Donc c'est plutôt éloigné ou c'est plutôt proche, selon comme une façon de gérer le territoire? Alors c'est proche, bien sûr c'est proche, c'est une question qui fait débat en ce moment, est-ce que les régions sont trop petites en France? Au différents points de vue. Peut-être elles sont trop petites à comparer à d'autres pays, je ne dis pas le contraire. Ceci dit, dans la dimension humaine, y compris dans le domaine de l'entreprise, il y a une dimension humaine qui est importante parce que les entrepreneurs, de plus en plus, ont besoin de se regrouper en réseau de filières, en réseau de projets. Et j'ai du mal à imaginer une région où l'entrepreneur de Bressuire rencontrerait celui de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est-à-dire si on regroupait l'Aquitaine et Poitou-Charentes, on pourrait raisonner pareil avec la Bretagne. Donc il y a une dimension humaine qui est importante dans notre région. Nous n'avons pas en région Poitou-Charentes beaucoup d'identités historiques, puisque nous sommes constitués de 3 provinces historiques, le Poitou, le Nice et Saint-Onge, et l'Angoumois, ça fait même 4. Mais nous avons constitué, et je dirais, c'est pas nous les élus seulement qui avons constitué, c'est les citoyens ont constitué des réseaux culturels, sociaux et entrepreneuriaux, j'insiste là-dessus, qui marchent parce qu'on peut se voir. En clair, si vous sortez du travail le soir vers 17h, vous avez 1 heure, 1 heure et demie de route, vous pouvez aller à une réunion. Si vous avez 3 heures, 4 heures de route, s'il faut aller prendre une chambre d'hôtel, vous n'irez pas à cette réunion. Donc là, on est dans la bonne dimension de ce point de vue-là. Et alors justement, vous parliez tout à l'heure de l'identité historique. Est-ce qu'il y a encore une identité picto-charentaise ou pas? Est-ce que c'est une dimension qui, dans le travail au quotidien que vous avez, en tant que vice-président du conseil régional, est une dimension que vous voyez, que vous ressentez? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus et au fond, on est tous français et l'identité du territoire n'existe plus? Très honnêtement, je pense qu'on a beaucoup moins d'identité en Poitou-Charentes que dans d'autres régions. Par exemple, la Bretagne, on connaît, avec la Rhône rouge. Bon. Ceci dit, je pense que c'est quand même quelque chose qui progresse. Pourquoi ça progresse? Parce que par rapport au système des départements sont devenus carrément trop petits, je crois. Le département il avait été pensé pour aller à cheval, d'un bout à l'autre, à la préfecture. Bon, maintenant c'est un peu dépassé, on circule autrement. Et donc, la région, de ce point de vue-là, a pris une certaine dimension, mais je crois qu'elle progresse finalement, cette identité régionale. Par contre, nous avons quelques faiblesses dans Poitou-Charentes. D'abord, c'est qu'on a, même si nous sommes ici dans la capitale régionale, qui a beaucoup de qualités, notamment celle d'accueillir une école de commerce prestigieuse comme la vôtre, par exemple, et les universités aussi, je les oublie pas, bien sûr. On a une petite ville, Poitiers, c'est pas une très grande ville, ni Angoulême, ni La Rochelle, ni Niort. Donc ça, c'est à la fois une richesse, mais c'est un petit peu un handicap par rapport à d'autres régions qui ont vraiment une métropole forte comme Nantes, comme Toulouse, Bordeaux. Et puis, on a aussi quelque chose qui est important, je pense, c'est les médias. Parce que la culture régionale, l'identité régionale se construit aussi par les médias. Et nous sommes une région où le seul média régional, c'est la télévision, le soir, entre 19h et 19h20. C'est pas beaucoup.
D'accord, donc ça veut dire que finalement il y a assez peu de vecteurs de cette culture ou je dirais d'instruments pour la développer. C'est quelque chose qui manque un petit peu au travail régional pour vous, des instruments pour développer et promouvoir une identité régionale. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à fonctionner de façon régionale. Et donc, ils sont devenus les correspondants, les interlocuteurs de la région. Et tous ces organismes régionaux, petit à petit, constituent quelque chose qui fonctionne, c'est beaucoup lié entre eux. Vous pensez à l'Europe des régions? Il y a l'Europe, oui, l'Europe nous aide de ce côté-là, puisque effectivement elle confie aux régions, enfin c'est un choix d'État français, mais enfin elle confie aux régions la gestion des fonds européens. Je crois aussi que l'État français, ça dépend beaucoup de l'État. Hein. Qu'on existe en tant que région, nous n'existons dans la République que par la volonté de l'État souverain. La France est très concrètement à la loi de décentralisation. Voilà. Alors, les décentralisations. Il y en a eu plusieurs vagues, il y en a encore une qui arrive. Ça, c'est très important. Si on ne confie pas des missions, on n'aura pas cette identité. Donc, je crois que nous vivons en tant que collectivité par les missions que nous recevons et par le regard que les citoyens portent sur ce que nous faisons. Et petit à petit, nous commençons quand même à exister. En plus, on a une présidente qui est très connue et qui incarne fortement le fait régional. Excusez-moi, je reviens sur un point que vous avez parlé. Vous parlez d'argent, des fonds que vous adressez à l'Europe. Moi, j'aime bien parler d'argent. Je voulais savoir concrètement l'argent que vous avez. Vous en faites quoi concrètement dans la vie de tous les jours? Moi, je suis de Poitiers, donc je parle de Poitiers, mais qu'est-ce que vous faites-vous de l'argent? De l'argent de la région. Oui, tout à fait. Alors, l'argent de la région, la moitié du budget est consacré à l'éducation et à la formation. Les lycées, l'apprentissage, que nous avons beaucoup développé, parce que nous y croyons. Croyons que c'est une formule d'excellence, c'est un bon accès à la fois à la connaissance, à la qualification et à l'emploi. Et l'avenir Non, pas nécessairement. Il y a d'autres voies que l'apprentissage, il y a des voies classiques, mais il y a aussi cette voie-là. Et cette voie-là, pour nous, c'est pour ça qu'on investit beaucoup. L'avantage aussi, c'est que les jeunes qui sont de familles à revenus modestes se voient tout de suite rémunérés, un petit peu, mais quand même. Et les entreprises qui cherchent du monde, elles ont tout de suite quelqu'un. Donc il y a beaucoup d'avantages à l'apprentissage. Nous nous occupons aussi de la formation des demandeurs d'emploi. Évidemment, c'est un sujet important dans la partie, je dirais, qualifiante de la formation des demandeurs d'emploi. Donc il mène à une qualification, un certificat de professionnel ou un diplôme. Donc tout ça, ça fait pas mal de moyens. Il y a les lycées, bien sûr, et le concours que nous apportons à l'enseignement supérieur, qui est important aussi. Dans la FBS de Ségré, puisque c'est vrai qu'il faut le dire, la région apporte sa contribution aussi à notre école, pas seulement à notre école, à l'ensemble du réseau d'établissements supérieurs régional, mais aussi à notre école. Et alors justement, tout à l'heure, vous parliez des départements. Vous pensez que c'est un type de collectivité qu'il faudrait supprimer? Est-ce que c'est ça l'avenir? Moi, je pas de. C'est revenir sur l'héritage napoléonien. De manière générale. Ça veut dire que c'est aussi une vision de la politique. Oui. Mais moi, je vais vous répondre très concrètement. De manière générale, tout ce qui permet de mieux s'organiser, que ce soit dans une entreprise ou au niveau d'une collectivité ou d'une nation, mieux s'organiser en dépensant moins, il faut le faire. Ça, c'est sûr. On ne peut pas contester. Ce serait incompréhensible pour nos concitoyens de dire on ne sait plus comment faire, le budget de l'État obligé de diminuer, et de ne pas faire ce qu'il faut faire pour réorganiser. Mais il faut faire attention, disons, aux réorganisations qui coûtent beaucoup plus cher qu'elles ne rapportent, ou qui ne rapportent pas grand-chose en termes concrets. Alors, soyons clairs, fusionner les 4 départements de Poitou-Charentes avec la région, ça économise des cadres, une direction des ressources humaines au lieu de 4 ou de 5, une direction de l'informatique au lieu de 5, une direction des finances au lieu de 5, mais après tout ce qui est la manœuvre, les gens qu'il faut déployer sur le terrain pour faire fonctionner tout ça, il y en aura toujours autant. Donc les économies sont de l'ordre de 1% du budget, il ne faut pas rêver, hein. C'est pas... Donc, même en étant très cost-killer, on n'y arrivera pas. Donc ça veut dire qu'en fait, je dirais la vision de réduction des coûts au niveau global, qui a l'air d'être une vision relativement partagée ces 20 dernières années par rapport au choix dans les collectivités et l'État, c'est un choix qui ne nous semble pas forcément être le plus pertinent, puisque finalement on n'y gagne pas beaucoup. Le choix du quinquennat précédent qui était des conseillers territoriaux, pour vous, ça répondait de cette problématique et en même temps,
Ça ne répondait pas de ce... Le choix précédent, c'était les économies se faisaient uniquement sur les élus, il y en avait un petit peu moins, parce que les collectivités continuaient à fonctionner exactement comme avant. Je pense qu'il faudrait sans doute aller plus loin que ce qu'on a aujourd'hui, mais faisons d'abord une évaluation, comme on dit en économie, ex-ante, pour pouvoir juger de l'efficacité derrière. Faisons un débat citoyen, parce que ça serait quand même un peu dommage qu'au nom d'économies qui sont quand même pas aussi importantes que ça, je suis d'accord, toutes les économies sont bonnes, même les petites, mais au nom d'économies qui ne seraient pas aussi importantes que ça, on vous dise un jour, votre grand-mère, impossible de la prendre en charge parce qu'on a fusionné le département et la région, et au niveau des personnes âgées, on n'y arrive plus. Si c'est ça, qu'est-ce qu'on aurait gagné? Donc c'est vraiment un débat citoyen. Il faut que chacun soit conscient des conséquences d'une réorganisation. Il faut la faire quand elle a été bien pensée et partagée par la population. Et alors, si on parle de réorganisation, justement, la question se pose aussi des contre-pouvoirs. Est-ce que quand on voit, je dirais, toutes les affaires régionales, je pense au Nord-Pas-de-Calais, je pense au sud de la France, qui touchent entre autres le Parti Socialiste, mais aussi l'UMP, à des degrés différents, mais sur le plan régional, est-ce que c'est pas le signe qu'il y a un manque de contre-pouvoir dans les choix qui ont été faits de décentraliser le pouvoir? Puisqu'au fond, on se dit que le centralisme jacobin ne fonctionne plus dans le monde dans lequel on est. La France, dirigée depuis Paris, au mépris des réalités locales et régionales, ne fonctionne plus très bien. Ça, je crois qu'il y a une forme de consensus sur cette question. Mais est-ce que derrière, donner du pouvoir aux régions et au niveau local et régional, il ne faut pas aussi qu'il y ait des contre-pouvoirs? Est-ce que c'est pas ce qui manque aujourd'hui? Alors, oui, il faut des contre-pouvoirs, mais attention à l'argument jacobiniste que vous venez d'employer, et qui est de dire quand on donne du pouvoir aux élus, ils font n'importe quoi. Non, c'est pas dans cette position-là. C'est un petit peu l'autre. Ça, c'était l'argument des Jacobins. Du temps du général de Gaulle, on ne voulait pas de décentralisation parce qu'on ne voulait pas que les élus puissent... parce qu'on pensait que les élus étaient irresponsables. Aujourd'hui, on a évolué. Il y a eu donc la décentralisation, François Mitterrand et d'autres vagues. Et maintenant, moi je dirais que les élus sont placés sous un contrôle citoyen beaucoup plus fort, les élus de base, que les élus nationaux. Et je ne crois pas qu'il y ait plus d'affaires de corruption dans les régions qu'au niveau de l'État ou au niveau des villes. C'est je dirais, malheureusement... c'est une constante. C'est quelque chose qui il y a des gens qui déconnent et c'est scandaleux et il faut les punir très sévèrement, mais je ne crois pas que ce soit l'apanage des territoires locaux. Ceci dit, les contre-pouvoirs, oui, mais le mot contre-pouvoir, moi j'aimerais bien aussi qu'on le conçoive aussi comme un autre pouvoir complémentaire, c'est ce qu'on veut nous dire à travers la démocratie participative, c'est-à-dire une fois que vous avez posé votre bulletin de vote, vous avez délégué votre pouvoir de citoyen à un élu, vous avez, comme toute délégation, vous avez délégué, mais vous êtes toujours responsable. Et vous pouvez vous impliquer. Vous pouvez vous impliquer dans la politique publique. Vous pouvez donner votre avis. Vous pouvez co-construire des choses avec une collectivité locale. Plus on est à la base, et plus c'est simple. Dans une mairie, le bénévolat, dans une petite commune, le bénévolat, c'est très important, finalement, parce que l'école, enfin, non pas l'école en tant que telle, mais la bibliothèque, par exemple, si vous regardez les bibliothèques, prenons cet exemple-là, qui sont des éléments importants pour assurer un complément culturel aux enfants, en particulier aux enfants des classes défavorisées. Ces bibliothèques, partout dans les petites communes du département de la Vienne, elles sont gérées et tenues par des bénévoles. Et ça, finalement, c'est une participation. Alors, ce n'est pas un contre-pouvoir, c'est un partage des responsabilités qui est très positif. Mais alors justement, vous dites que ça n'est pas un contre-pouvoir. Est-ce que cette question-là, quand même, elle n'est pas fondamentale de se dire qu'à un moment donné, si le citoyen délègue son pouvoir, c'est aussi important que celui qui obtient ce pouvoir, l'homme politique, la femme politique, ait des comptes à rendre. Parce qu'on se dit, avec les récentes affaires, que finalement, le seul regard objectif, si tant est que ce soit vraiment objectif, c'est... vous voyez Véronique Massomo-Castou ce soir. Est-ce que justement, ces contre-pouvoirs, il n'y a pas quand même un manque? Et on se dit, c'est bien que le citoyen ait un regard, mais pas seulement un regard via la presse, via le travail d'investigation des journalistes, mais un regard tout court et un pouvoir aussi de s'opposer à un moment donné, quand on a voté pour quelqu'un, pour un programme, que le programme n'est pas appliqué,
Ça pose quand même des vraies questions. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un très haut degré d'abstention. Je ne pense pas seulement aux élections municipales d'hier, mais c'est une constante là, depuis quand même 2 quinquennats. C'est cette abstention de plus en plus forte. Si les gens ne croient plus en la politique, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont plus leur mot à dire une fois qu'ils ont posé leur bulletin dans l'urne, non? Alors, je suis d'accord. C'est vrai que ça fait partie de la façon de ramener les gens vers la politique que de leur permettre de participer en contre ou en pour, d'ailleurs, on est en contre-pouvoir, donc bien sûr ça compte. C'est aussi parce que les politiques ont moins de pouvoir, que les gens votent moins, ils sont conscients de ça aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un système aujourd'hui où finalement, les choix politiques que nous faisons sont extrêmement contraints par la mondialisation, par la globalisation de l'économie, et que finalement, les gens ont conscience de cela et se disent c'est moins important de voter parce que de toute façon ça ne va pas changer fondamentalement. Alors je vais combattre cette idée-là, parce que moi je suis animaliste, je pense que les hommes ne peuvent pas se laisser dominer par un système, mais malgré tout je peux comprendre que beaucoup de gens se disent finalement est-ce que vraiment ils ont du pouvoir. Bon. Alors donner du contre-pouvoir c'est important, nous en avons, la loi organise beaucoup les contre-pouvoirs, justement, avec la décentralisation, au fur et à mesure des lois de décentralisation, on a créé aussi, le législateur a créé des contre-pouvoirs. Alors, quelques exemples, c'est les comités de quartier, les conseils de quartier dans les agglomérations, et puis, tout à l'heure, un orateur qui va me succéder pourra vous en parler, c'est le Conseil économique et social, de niveau national, au niveau régional, Conseil économique et social et environnemental, qui décortique les décisions politiques de la région et qui a une totale liberté de parole. C'est-à-dire s'il ne pense que c'est ce qu'il pense, il le dit, il le publie. Et j'ajouterais aussi que la région a fait aussi un effort de transparence en mettant en ligne, alors c'est pas encore l'open data puisqu'on n'est pas en train d'ouvrir tous les fichiers, mais en mettant en ligne par exemple tous les projets de délibération de la collectivité, et ces projets de délibération sont très riches parce que généralement il y a beaucoup de documents annexés, beaucoup de choses, et ça permet aux observateurs qui veulent creuser un petit peu dans les décisions non seulement de les regarder après délibération, mais même une semaine avant la délibération, c'est en ligne, donc on peut aller voir ce que les élus vont avoir délibéré. Ça fait partie des efforts qu'on doit faire, je crois, pour faciliter la compréhension de ce que nous faisons. D'accord. On vient d'entendre une discussion très politisée, j'ai envie de dire, très politique, pouvoir, non-pouvoir, moi de manière plus économique, plus locale, que fait la région pour nos entreprises. Alors effectivement, on a eu le témoignage d'une entrepreneuse qui nous exprimait que la région était là aussi pour aider, de manière financière et non financière. Et pour d'autres entreprises, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, si je ne veux pas être trop long, je vais essayer de résumer en disant qu'il y a des aides directes aux entreprises. Il y a des aides directes aux entreprises de différentes natures, sur l'investissement, l'emploi, la formation, l'exportation, etc. L'innovation, très important. Il y a des aides directes aux personnes qui créent l'entreprise. C'est le cas de Séverine qui a reçu la bourse régionale Désir d'entreprendre, qui est affectée à la personne qui crée pour lui permettre d'apporter ça dans son capital. Il y a beaucoup aussi d'aides indirectes pour les entreprises. Et puis, la particularité de notre région, peut-être particularité, pardon, de notre région, c'est aussi que nous concevons un peu comme une région entrepreneur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous portons des projets, pas directement, nous ne sommes pas des industriels, nous ne portons pas directement des projets industriels, quoique nous avons créé, alors, je dirais parce qu'on était un peu au mur pour essayer de faire face à un problème économique, une société économique mixte, Cerizay, dans les Deux-Sèvres, qui est donc propriété de la région en majorité du capital, et qui possède l'ancienne usine de Liège et qui fait travailler une quarantaine de personnes dans cette ancienne usine de Liège, en dehors de la question du voiture électrique, qui est encore autre chose. Donc, vous voyez qu'on peut aussi, à travers une politique de filière, tirer des projets. Et la façon dont nous sommes entrepreneurs, nous, c'est que nous concevons non seulement comme des financeurs, comme des investisseurs, avec de l'argent public, et au nom de nos concitoyens, qu'on le fait en prenant des risques, et nous le concevons aussi comme stratège, c'est-à-dire que nous pensons l'avenir de cette filière, comment elle peut se développer, où est-ce qu'elle peut se développer, et qu'est-ce qu'il faut apporter comme aide aux acteurs pour qu'ils soient le plus efficaces possible.
D'accord, et alors justement, si on parle d'une collectivité qui se veut quelque part entrepreneur, la collectivité est quand même parti socialiste, si je ne dis pas de bêtises. Les choix qui ont été défendus sont dans l'idée d'intervenir dans l'économie. Est-ce que ce choix-là, il est partagé par l'ensemble du parti, et je pense notamment au gouvernement? Oui, alors sur au niveau, je pense que l'idée de la région entrepreneur est assez largement partagée dans mon parti, hein, et au-delà, parce que beaucoup de régions aujourd'hui quand même ont repris un petit peu cette idée-là, et c'est plus ça qui, je dirais, qui fait le débat. Mais il existe toujours, alors là c'est intéressant votre question parce que c'est un peu un front renversé aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des gens qui sont plutôt tout à gauche, c'est-à-dire Ségolène Royal, sa majorité, qui se comportent comme des entrepreneurs en prenant des risques, et son opposition, qui est plutôt libérale, de droite, qui dit oh là là, attention, vous prenez trop de risques. Je pense après tout, c'est un débat politique. Mais je pense que l'avenir, de toute façon, ne peut pas. Enfin, l'avenir de la France, on a besoin de construire de la compétitivité. La France et l'Europe, c'est un débat dans quelques jours. Hein. On doit sortir des municipales, aller vers les européennes. L'Europe a besoin de construire de la compétitivité. Soit on choisit de dire laissons faire l'économie et nous sommes tirés vers le bas, fatalement par la pression de la mondialisation, de la globalisation économique, et donc nous nous rapprochons de la moyenne, qui est plutôt en dessous de ce que nous avons, ou bien nous sommes dans une volonté de trouver un nouveau modèle de compétitivité en nous appuyant sur nos atouts, et là ça suppose une intervention publique forte. Donc c'est pas nationaliser, c'est pas faire une planification comme on a connu ce communisme, je vous rassure, mais c'est être dans une stratégie collective de partager avec les acteurs économiques, appuyer sur les PME, parce que les plus patriotes de nos entreprises, ce sont les PME. Les grandes entreprises ne sont plus, n'ont pas de patrie, il faut être conscient de ça. Le capital s'est mondialisé, donc elles n'ont pas de patrie, elles n'ont aucun intérêt à se battre pour la France. Alors que les PME, elles ont un territoire, elles partagent des choses avec leurs salariés qui habitent quelque part. Et tout cela, je dirais, ça c'est l'avenir, je pense, de nos territoires et de notre pays, que d'avoir des collectivités et un État interventionniste, non pas pour tout gérer et tout réglementer, mais pour tirer vers le haut et porter des projets avec les entrepreneurs. Vous venez de parler de majorité d'opposition. Moi, en tant que néophyte, je me demande, est-ce qu'il y a une véritable différence entre une région dirigée par la gauche et une région dirigée par la droite? Oui. Oui, il y a une différence. Bon, je peux dire ce que j'ai ressenti. Je n'étais pas élu précédemment, parce que la région était à droite, elle était à sa gauche. Je n'étais pas élu avant. Mais je dirais que les grands axes qui ont été défendus, c'est avant toute chose que, avant 2004, le fait régional n'existait pas beaucoup, que la gauche a fait beaucoup vivre le fait régional. Précédemment, on était plus encore, mais c'est peut-être aussi l'histoire qui veut ça, et pas forcément la politique de gauche, on était plus encore dans des collectivités régionales qui fédéraient un peu les départements, les villes. Là, ce que j'ai vécu moi, c'est vraiment que le fait régional s'est imposé, avec des politiques régionales qui n'étaient pas d'addition des politiques des autres collectivités. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'attention portée à l'éducation, où les progrès qu'on a pu faire, ça a été beaucoup sur l'accès à l'éducation, à la formation, la gratuité et l'introduction des politiques culturelles dans les lycées. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui est plus couleur gauche, hein, la volonté d'apporter des aides concrètes aux jeunes les plus défavorisés pour qu'ils ne soient pas bloqués dans leurs études par des questions matérielles, financières, et qu'ils aient accès à la culture. Ça, c'est des points, je crois, qui nous différencient. On pourrait continuer longtemps, donc je m'arrête. D'accord, alors on vous a invité au titre vraiment de votre travail à la région Poitou-Charentes. Je crois que vous êtes par ailleurs chef d'entreprise. Ah non, pas du tout. Alors moi je suis un chef d'entreprise, mais pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai été président
jusqu'à dimanche prochain, on va dire, deux organismes HLM. Donc j'ai une expérience entrepreneuriale, mais ça n'est pas à titre personnel, c'est toujours en tant qu'élu au nom de la collectivité. D'accord. Et alors pour vous, c'est quelque chose qui est plutôt un avantage dans votre travail à la région, mais je dirais réciproquement. Est-ce que ces deux fonctions sont vraiment compatibles entre elles, positivement compatibles, ou est-ce que finalement c'est plutôt compliqué d'être des deux côtés à la fois? Alors, excusez-moi, juste pour préciser, effectivement, parce qu'on peut souvent se poser la question, nos élus sont-ils trop loin de nous? Ça revenait à la question que je posais au départ. Et font-ils trop de choses? Et font-ils trop de choses? Bon, c'est des questions, excellente question. Questions publiques. Oui, ben vous avez raison de vous poser ces questions. Moi, personnellement, je pense que jusqu'à présent, je faisais beaucoup de choses et j'ai décidé de décumuler, donc d'avoir plus qu'un mandat, les deux. Je pense aussi qu'on n'est pas irremplaçable et qu'après 13 ans à la présidence de l'organisme HLM, ça pouvait faire du bien changer, qu'un autre président met en place. En revanche, ce que j'ai appris à ces présidences, c'est très important pour mon rôle d'aujourd'hui à la région. C'est-à-dire qu'on on apprend toujours. Et moi, j'ai beaucoup appris parce que j'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, de nommer à la présidence d'une entreprise publique, d'une société économique, au moment où on rentrait en procédure d'alerte. C'est-à-dire qu'on avait mangé la moitié du capital, donc il fallait faire quelque chose. Et on travaille avec d'autres, ça a été de stratégie de redressement et ensuite de différenciation pour devenir leader, et nous sommes arrivés, ça s'appelle CPA Habitat, nous sommes arrivés à devenir leader sur la question de l'éco-construction dans la région Poitou-Charentes. Donc ça m'a montré que finalement la question entreprise n'est pas tellement on n'a pas tellement été aidé pour le faire, mais si c'est une entreprise publique, on n'a pas reçu particulièrement d'aide extérieure pour le faire. Et c'est à partir du management, à partir de la stratégie entrepreneuriale, qu'on a reconstruit, comme dans un retournement d'entreprise, en quelque sorte, un autre projet. Et ça, j'ai beaucoup appris parce qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ces situations-là, de reprendre une entreprise qui va mal, ou de se repositionner, se reposer des questions sur leur projet d'entreprise. Je crois que je comprends mieux ce qui se passe dans leur tête et ce qu'ils font grâce à cette expérience. D'accord, donc ça veut dire que finalement, pour répondre à notre question de départ, qui était entreprise et élu, quelles interactions il y a entre les deux, vous considérez que c'est bien d'être des deux côtés parce que ça offre une perspective intellectuelle plus large. Vous voyez les choses vraiment sur cette perspective-là. Et ça laisse moins de temps. Mais ça. Alors, oui, le problème pour les élus souvent, c'est qu'il y a un problème de statut. Moi, avec mes collègues au conseil régional, on sait qu'ils travaillent toute la semaine. Là, ils ont du mal à trouver le temps pour gérer les deux. Beaucoup travaillent à temps partiel, mais c'est pas évident quand on est, par exemple, cadre d'entreprise ou alors même dirigeant d'entreprise de se mettre à temps partiel. Donc il y a ces problèmes-là. On devrait peut-être inventer un système où les élus soient peut-être à mandat unique avec un nombre de mandats limité, on va pouvoir faire toute sa vie. Là, mais on voit que vous rejoignez, et on en parlera tout à l'heure, plutôt les positions de Véronique, quelque part. Ah, mais j'arrive souvent à rejoindre les positions de Véronique. C'est pas un problème. Véronique, une petite réflexion. Non, mais je connais très bien Jean-François et je suis très heureuse de ce qu'il vient de dire. Nous, ça fait très très longtemps chez les écologistes qu'on prône le non-cumul de mandats, la parité, bien sûr, j'en parlais tout à l'heure. Et je pense que tu as raison, il faut un statut de l'élu, surtout pour les mandats comme maire ou surtout adjoint, conseil général ou régional, parce que c'est vrai que si on ne continue pas à travailler à mi-temps ou à temps partiel de notre côté, d'abord financièrement c'est compliqué, et puis si on lâche une entreprise, on peut ne pas être élu sur un deuxième mandat. Donc voilà, il faut assurer ses arrières. On peut dire que parfois ça déborde un petit peu, le travail de l'un déborde sur l'autre. Je propose qu'on passe à la séquence tutoyons-nous, vous et moi. Donc Jean-François. On a passé la journée ensemble. Et voilà, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Complètement par hasard. Tu m'as manqué. Voilà. Alors, bon, une question un petit peu personnelle pour moi. Ségolène gouvernement, ça te dit quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense que tu as une excellente idée, cher Arthur. Oui, je crois que Ségolène Royal, elle a quelque chose à apporter
au gouvernement, elle incarne une forme de volontarisme politique Une gravitude, hein. qui peut un peu faire défaut en ce moment, je la vois bien rentrer au gouvernement. D'accord. À mon âge, vous étiez... merci. Bravo, le public, merci. C'est beau, le public est attentif, Arthur. Plutôt casquette ou basket? C'était ça la question qui n'était pas quand même. Ni l'un ni l'autre. Ça fait longtemps. Hein. T'étais pas un petit peu gangster, un petit peu... Non? Non, j'étais plus... j'avais les cheveux longs, barbus, et je traversais le désert en 404. Donc, c'était ça, mon bûcheron. Un peu aventurier, bûcheron, si tu devais choisir entre Gaillet et Trahir-Beller, c'est quand même facile sur les questions, c'est effectivement votre patronne, c'est quand même royal, c'est une question qui est assez facile. Ta patronne, c'est quand même royal. Donc Trahir-Beller ou Julie Gaillet? Oh, c'est Julie Gaillet. On est tous d'accord. Pourquoi oui, on va savoir pourquoi. Chacun a ses opinions. Hein. Et toi, peut-être moi je suis Gaillet, moi. Tu sais, on en a parlé hier, écoute. Je sais plus quoi dire. Et une dernière question, hein. Faut pas être choqué. Hein. On se connaît depuis longtemps, donc, de toute façon. Donc je travaille tu as travaillé dans l'immobilier social pendant quelques années. Tu travailles aujourd'hui à la région. T'en as pas marre de travailler avec des cas sociaux? C'est pas un peu usant parfois. Alors, je vais te dire quelque chose que je ressens profondément. Là où j'ai le plus appris dans ma vie, c'est dans ma permanence que je tiens tous les jeudis matins dans le quartier des Trois Cités. Parce que merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, après avoir évoqué le travail à la région, on va maintenant changer d'échelon.